Madame, monsieur, bonsoir. Ce petit geste au quotidien est l'eau sort du robinet. En tout cas, pour ce qui concerne l'eau de la TDE, la Togolaise des eaux, eh bien, c'est ici, dans ce centre de production et d'exploitation de cacahuètes, que cette eau est traitée, rendue potable pour le ménage. Un système d'adduction d'eau représenté par ce schéma synoptique de contrôle. Château d'eau, forage, ouvrage d'exploitation, en voyant vert et rouge, sont surveillés en temps réel pour satisfaire au mieux les besoins de la population en eau potable. L'eau potable au cœur de nos vies, eh bien, c'est le sujet évoqué avec le ministre Bolida Thiem, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Il est notre invité pour ce nouveau rendez-vous avec le gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Pour nous entretenir avec vous, je suis avec Mélissa Bataba de Togo Presse. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et Eric Gatton de Taxi FM. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, nous allons commencer par une question tout à fait profane. Il pleut en ce moment beaucoup. Nous sommes ou nous sortons peut-être même déjà d'une saison de pluie avec de grosses averses. Est-ce que pour la TDE, c'est une bonne chose ou pas? Qu'est-ce que la TDE se dit? Ouf, il pleut beaucoup et donc les populations vont recueillir beaucoup d'eau puisque le système d'adduction d'eau ne va pas partout pour l'instant, monsieur le ministre. Merci. Certes, la saison des pluies est toujours une bonne chose. Ça vient baisser le stress hydrique, comme on le dit dans le jargon technique. Et donc, comme vous le dites, ça donne l'opportunité de recueillir l'eau, de plus le stocker. Mais il faut noter que cette eau n'est pas... on ne peut pas le conseiller pour la consommation. Donc, cette eau est impure. Parce que, voyez-vous, nous recueillons l'eau à partir de nos toits, de nos dalles, et qui sont des dépôts d'impuretés par excellence. Vous savez, toutes les pluies sont forcément précédées de vent, et donc qui soulèvent la poussière et les dépôts sur le toit. Après, on recueille cette eau-là, donc on ne peut pas la consommer. Donc on ne peut pas totalement se réjouir du fait que les gens collectent cette eau pour dire que ouf, bon, on est soulagé. Certes, on est soulagé, je vous expliquerai pourquoi. On est soulagé pour d'autres raisons. Donc j'en reviendrai. Et donc on ne peut pas conseiller cette eau aux populations pour la consommation comme eau de boisson. Donc il faut forcément aller vers là où il y a l'eau de robinet. Pour quelle raison vous vous réjouissez? Alors pour la simple raison que, et d'abord les eaux que nous utilisons pour traiter et approvisionner dans les maisons proviennent des barrages et du sous-sol, donc de la nappe phréatique. Donc une abondante pluie dit quoi? Dit que les barrages sont remplis. Donc la ressource est disponible pour le traiter et l'acheminer chez le consommateur final. Et les nappes aussi se rechargent. Donc là, une bonne pluie, et donc on recharge les nappes, et donc on a de la disponibilité toujours de la ressource. Vous vous souvenez, chaque saison sèche, notamment à Kévi, on a d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable parce que les nappes, entre-temps, baissent. Et donc avec cette abondante pluie cette année, nous espérons que les nappes sont suffisamment rechargées et que nos barrages sont pleins, et donc on n'aura plus de problèmes de ressources. Et donc ça nous donne moins de stress parce que les forages produisent, et puis bon voilà. Donc il y a de l'eau pour traiter et envoyer chez le consommateur final. Un constat s'impose. Le taux d'accès à l'eau potable s'est nettement amélioré au Togo. 21% en 2005 en milieu rural, 69% en 2019 et pour d'autres sources 68% en 2022. À quel taux sommes-nous exactement? Alors, vous savez, le secteur de l'eau est subdivisé en 3 segments. Il y a le milieu rural dont vous parlez, il y a le milieu semi-urbain et le milieu urbain. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons vous confirmer qu'en milieu rural, nous sommes à 69%. En cette année 2022. 2022. Donc, au 31 décembre 2021, disons. On n'a pas encore, on calcule les taux chaque année. S'il y a une demande spécifique, on peut le calculer à mi-parcours, mais on calcule les taux chaque année. Donc aujourd'hui, nous devons être légèrement au-dessus pas légèrement au-dessus de 69%, mais au 31 décembre 2021, nous étions à 69%. Ça, on peut vous le confirmer. Alors, Monsieur le ministre, le gouvernement auquel vous appartenez s'est lancé dans plusieurs secteurs.
je veux dire, dans plusieurs chantiers, dans plusieurs secteurs. Le secteur auquel vous appartenez, le secteur de l'eau, pour tout dire, quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites concrètement ou qu'est-ce qui est en train d'être fait sur le terrain actuellement? Alors aujourd'hui, à cette date, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Nous avons un volume d'investissement d'un peu plus de 90 milliards de francs CFA que nous sommes en train d'exécuter sur le terrain. Il s'agit de projets en cours d'exécution et ou terminés. Donc il y a 90 milliards de francs CFA de projets en cours d'exécution. Et nous sommes en train de nous préparer pour lancer certains projets à hauteur de une soixantaine de milliards qui vont démarrer d'ici l'année prochaine. Donc le secteur est en chantier. Et nous pouvons citer quelques exemples. Il y a le projet AEP Lomé phase 2. Donc si vous regardez un peu partout dans Lomé, vous trouverez des châteaux qui poussent. Ici, par là, des tuyaux qu'on enterre par ici, par là. Donc c'est le projet AEP Lomé phase 2 qui a démarré et pour une durée de 20 mois. Donc les travaux sont prévus pour être terminés d'ici le 23 février normalement. Et donc ceci pour étendre et densifier le réseau dans la ville de Lomé, pour soulager un tant soit peu nos compatriotes qui vivent dans des quartiers où il n'y a pas encore de réseau. Alors, nous pouvons citer aussi le projet PNO 2. Le projet PNO, Plan national de développement focalisé eau potable, donc un PNDO. Et donc nous avons démarré sur ce projet sur le terrain et ça concerne beaucoup de villes. Il y a Cinquancé, Dapom, Mandouri, Mango, Gando et bon voilà. Et donc ce projet aussi a démarré et donc est en cours. Encore un troisième projet phare que je peux citer, c'est le projet financé par la BOAD, où les attributions aussi sont en cours, qui va concerner 18 centres. Il y en a plein de projets, donc comme je dis, à concurrence de 90 milliards qui sont en cours d'exécution aujourd'hui. Le pari, du moins d'ici à 2025, eh bien, c'est d'atteindre la barre des 80% de taux de couverture de la population togolaise. Est-ce que ce pari est tenable, monsieur le ministre? Est-ce que le gouvernement peut y arriver tout seul? Quelle est la part aujourd'hui du secteur privé ou des ONG? Alors, le taux est même légèrement plus élevé. Ici, il s'agit de 85% au plan national, au lieu de 80%. Donc, il s'agit de 85%. Vous savez, le secteur de l'eau est un secteur un peu sensible, je dirais. C'est un secteur vital et donc qui contribue à la cohésion sociale. Or, vous savez, dans la feuille de route, l'axe 1 parle de renforcement de l'inclusion, de la cohésion sociale pour consolider la paix. Donc, inévitablement, donc, le secteur devait pouvoir jouer son rôle dans cette consolidation de la paix. Donc, c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui un secteur prioritaire. Et donc, le gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, nous a assigné des objectifs bien spécifiques. Vous avez parlé de 85% tout à l'heure au plan national. C'est-à-dire si on prend le nombre de Togolais en 2025 qui auront accès à l'eau potable divisé par le nombre total de Togolais que nous sommes, on doit trouver 85%. Alors, ces objectifs sont un peu désagrégés. En milieu rural, par exemple, dans les villages, il faut qu'on puisse atteindre 95% de taux d'accès. En milieu semi-urbain, 85% aussi. En milieu urbain, hors Lomé, 75% et dans le Grand Lomé, 80%. Donc nous y travaillons, c'est des objectifs certes ambitieux, mais réalisables. Nous sommes optimistes. De nature, je suis optimiste, mais cette fois-ci, je suis optimiste pour une bonne raison. La bonne raison, c'est qu'on a un momentum. On a un momentum du chef de l'État qui vraiment a fait du secteur un secteur prioritaire. Ce qui fait que nous sommes écoutés par les partenaires. Nous sommes écoutés par les partenaires. Et donc, il ne nous reste plus qu'à retrousser les manches, comme on dit dans le langage de football, mouiller le maillot pour pouvoir atteindre ces objectifs avec le momentum qu'on a. Pour la petite histoire, nous avions une seule foreuse avec laquelle nous travaillons. Le chef de l'État lui-même nous a fait commander 5 autres. C'est-à-dire l'engagement même du gouvernement, l'engagement du chef de l'État pour que le secteur soit vraiment un secteur qui va jouer pleinement son rôle dans la cohésion sociale. Donc le secteur de l'eau potable, ça le tient à cœur. Et donc avec ces 5 foreuses, si nous avançons à raison de 15 à 18 forages
par mois avec la seule foreuse, vous voyez, multiplié par 5. Et voilà, ça nous donne une bonne marge de manœuvre. Aussi, nous avons, pour atteindre ces objectifs, nous avons évalué les besoins, quantifié, chiffré, structurer les actions dans un document que nous avons appelé Stratégie d'accès universel à l'eau potable. Au fait, nous visons au-delà de 2025. Nous voulons atteindre l'accès universel en 2030. Mais il faut passer par le jalon de 2025. Et donc, aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire, comment il faut faire, combien ça coûte. C'est très important, puisque quand on va vers un bailleur, il faut exprimer de façon claire ces problèmes. Et donc ça, nous avons donc évalué, aujourd'hui, pour atteindre ces 85%, il nous faut environ 450 milliards. Et déjà, dans le PIP 2022-2024, il est déjà mobilisé 210 milliards. Voilà. Donc, un peu moins de la moitié. Voilà. Et ça, c'est déjà acquis, 210 milliards. Maintenant, il reste à chercher les 240 milliards restants. Et pour ça aussi, nous avons déjà des promesses de financement, comme je le disais tantôt, à hauteur de 60 milliards. Donc certains projets même vont démarrer en 2023. Et donc le reste, nous avons élaboré pour le Grand Lomé le schéma directeur et qui vient d'être finalisé. Et donc nous savons aussi dans le Grand Lomé ce qu'il faut comme investissement. Bon, il faut grosso modo 270 milliards d'ici 2025. Et nous allons à une table ronde des bailleurs de fonds le 1er décembre. Donc pour mobiliser les ressources en vue de financer l'ensemble de ces investissements. Et donc ça fait que l'un dans l'autre, avec le momentum qu'on a, et l'écoute qu'on a vu vis-à-vis des bailleurs et d'autres, ça nous permet d'être plutôt optimistes. Comme vous en parliez tout à l'heure, Monsieur le ministre, plusieurs projets en cours avec la construction des châteaux d'eau, des forages. Quels sont les critères qui orientent le choix des sites? Alors, le choix des sites, c'est, comme je le disais, dans notre stratégie, nous sommes assis, on a dit, bon, ok, si on prend le milieu rural, quels sont les villages qui n'ont aucun point d'eau potable? Okay. On les a recensés. On a chiffré, on sait combien ça coûte. Aujourd'hui, quand on me dit, quand j'ai de l'argent pour faire un forage, je sais où aller le faire. Donc je n'ai plus à tourner de gauche à droite. J'ai déjà répertorié ça. Dans le milieu semi-urbain aussi, on a fait la même chose. Quelles sont les grosses localités qui n'ont pas d'infrastructure d'eau potable ou quels sont les villages où l'infrastructure existe mais n'est pas adaptée. Par exemple, si vous prenez une grosse localité comme, je dis n'importe quoi, qui est alimentée par un forage, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas adapté. Concentration de population. Donc il faut, les Anglais disent update, il faut améliorer la desserte. Et donc ça aussi, on a ces localités-là et combien ça coûte. Alors si nous prenons les grandes villes, on sait les quartiers où il n'y a pas d'extension. Et donc ça aussi, on a essayé d'évaluer. Et donc aujourd'hui, si j'ai un projet qui concerne les savanes, je sais où aller faire l'extension. Alors, on le voit, hein, c'est clair que dans l'immédiat, le constat, c'est que la demande d'accès à l'eau potable reste forte aujourd'hui. Quand on vous écoute, on sent que c'est comme ça la situation. D'ailleurs, nous-mêmes, on le voit sur le terrain. Alors, la population s'accroît, mais le système d'adduction d'eau ne suit pas véritablement. Monsieur le ministre, il semble dire que les choses sont au ralenti. Quelle est la situation réelle sur le terrain? Alors ça, c'est un constat réel et ceci est dû essentiellement aussi à notre mode d'urbanisation qui est qualifié de galopante et qui malheureusement n'est pas structuré. Vous savez, le secteur de l'eau, disons la TDE, c'est une industrie en jargon technique on dit industrie de réseau. C'est-à-dire, il faut produire, il faut construire les réseaux de distribution, il faut organiser le système de vente. Alors, quand je dois traverser une agglomération, faire peut-être 2-3 km, voir un vide,
et aller de l'autre côté, vous voyez que c'est onéreux, onéreux. Donc ce qui a fait que pendant un certain temps, l'urbanisation a été plus vite que l'installation des infrastructures. C'est aussi la même problématique que vit l'électricité, qui a créé aujourd'hui l'étoile d'araignée. On peut vraiment comparer. Monsieur le ministre, on va aller pas à pas. Vous parlez des zones semi-urbaines, zones rurales. On va s'intéresser d'abord au Grand Lomé, avec, disons, des quartiers qu'on peut appeler des quartiers aujourd'hui au centre-ville, le quartier d'Idjolé, que vous connaissez certainement très bien. Déjà, à 7 h du matin, plus d'eau dans le robinet, il faut attendre vers 19 h pour que ça coule. Et d'autres quartiers vivent la même situation. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquez-vous la situation? Alors, ceci est dû au fait que nous vivons un déficit de production dans le Grand Lomé. Nous produisons environ la moitié de la demande. Ça, c'est le constat réel. Donc, la demande aujourd'hui est au-delà de 120% et la capacité de production aujourd'hui dans Lomé est d'environ 60 000 m3. Donc on a un déficit de production, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Donc ce qui fait que aux heures de pointe... On se dit on va leur donner pendant un laps de temps l'eau, on coupe, on va ailleurs. Comment ça se passe? Ça ne se passe pas comme ça, on ne coupe pas. C'est que le matin, quand vous dites c'est une heure de pointe, tout le monde se lève, il va se laver, voilà, il va faire son petit thé, il va aller au boulot. Et donc ça fait que forcément la pression baisse. Et donc certains quartiers qui sont un peu éloignés de la source, des châteaux, forcément vont manquer de l'eau pendant un temps. Mais après, comme vous le dites, peut-être qu'à 19 h, peut-être même pas à 19 h, au milieu de journée, les gens sont partis au boulot, bon voilà, les enfants ne sont pas là, ils sont à l'école, donc forcément la situation se régularise un peu. Mais à 19 h aussi, il y a un pic qui va aussi se tasser un peu après. Donc c'est normal que les gens au-delà de 22 h, 23 h commencent par avoir de l'eau parce qu'entre-temps, la période de pointe est passée. Donc voilà le phénomène qui se passe. Donc c'est une question de baisse de pression qui fait que les gens qui sont en bout de ligne n'ont plus d'eau aux heures de pointe. Alors, Monsieur le ministre, la ville s'exporte avec de nouveaux quartiers qui se créent. À Pesito, à Kato, Bernard Copé, Legbasito. Est-ce que vous connaissez tous ces quartiers? Oui, je les ai tous parcourus. Donc je les connais très bien. Je sais que c'est des quartiers qui ne sont pas encore raccordés au réseau de la TDE. Et donc, comme je disais tantôt, les solutions sont trouvées, certaines sont en train d'être mises en œuvre. Donc voilà, comme on a parlé tout à l'heure des châteaux qui poussent un peu dans quelques quartiers, c'est pour trouver des solutions ponctuelles. Donc Apesito aussi fait partie de ces solutions-là, financées par la Banque mondiale. Et donc nous allons démarrer, si tout va bien, l'année prochaine pour Apesito, où on va essayer de faire un système isolé. Voilà, c'est-à-dire on va créer des points d'eau, créer des réseaux de distribution locaux, alimenter les gens, en attendant qu'on puisse le raccorder plus tard au réseau de la TDE. Parce que comme je viens de dire tout à l'heure qu'on a un déficit de production, il faut d'abord qu'on la résolve. Si vous prenez un gros quartier comme Apesito, on le raccorde aujourd'hui, elle aura les mêmes problèmes d'absence, de baisse de pression et donc d'absence d'eau dans les robinets. Donc nous allons trouver des solutions ponctuelles et quand on va résoudre, ce sera pour bientôt, le problème global de la production, on va les raccorder tous au réseau de la ville. Bien, monsieur le ministre, vous le disiez, des chantiers sont ouverts ici et là, des châteaux par ici, des forages par là. Nous avons fait un peu le tour des chantiers pour voir à quel niveau sommes-nous aujourd'hui dans l'avancement de ces chantiers. On va regarder le sujet, on revient donc sur le plateau pour en discuter. Joséphine, commerçante à Atiégou dans le Grand Lomé depuis 25 ans. Durant toutes ces années, elle s'est servie de l'eau de forage avant l'extension du système d'adduction d'eau de la TDE togolaise des eaux. Fonfome, yo la foke ngbela kposi. No mu fo gane alo gaton ma kposi. Kaka la po gaden ya esi asona. E kaka si be 10h 11h ke ngbela wa kposi.
Va journée mais et sinanani. Gado me va sona we trop me vire va gatrovana. Pour Yawa, étudiante, c'est la même corvée d'eau. Depuis qu'on a eu l'eau ici, là, au début, ça marchait bien. Mais après quelques temps, ils coupent l'eau. À Zosime, Sagba-Dolo-Goté, la seule source en eau pour hommes, femmes et enfants de ces différents quartiers du Grand Lomé reste l'eau de forage et des puits. Les eaux du puits que nous utilisons ne sont pas propres et potables. Donc, et ça aussi, avant d'avoir ces eaux, il faut se déplacer pour acheter. Forage mis en garomono de viola pour sila le kambola joa. Otina ngbe garomo si asona. Min pona si de vio jona kabo. Ovatina ngbe no sukulu. Tako le château anemia et Georginami. Chez nous, pour avoir de l'eau, c'est un chemin de croix. Des difficultés qui trouvent déjà une solution grâce à ces châteaux d'eau de la TDE implantés dans ces différents quartiers du Grand Lomé. C'est un grand soulagement pour toute la population des Zosime d'avoir ce château. L'arrivée du château dans notre quartier va maintenant nous faire du bien. Les travaux sont déjà réalisés à 70%. 5 châteaux d'eau en construction vont permettre d'alimenter les quartiers Zosime, Alenka, Sagwa-Dolo-Goté et de renforcer le réseau déjà disponible à Atiégou. Il y a la construction du château d'eau de 1300 mètres cubes, 25 mètres de haut sous cuve, ici Sagbado. On a Atiégou, 400 mètres cubes. On a Zosime, 200 mètres cubes. Nous avons Alenka, 100 mètres cubes. Et Dangbesito, 50 mètres cubes. Nous avons 20 mois, nous allons pouvoir rendre ces travaux effectivement au plus tard le 28 février de l'année 2023. Le gouvernement ambitionne d'atteindre 95% de la population rurale, 75% le milieu urbain, 85% le milieu semi-urbain. Et ceci à l'horizon 2025. Des efforts sont donc faits pour atteindre ces objectifs. Ce nouveau laboratoire de la TDE est une illustration pour mettre à la disposition de tous une eau potable de qualité, en quantité suffisante et à moindre coût. Alors, Monsieur le ministre, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cet élément qui vient de diffuser? Donc, ça me fait plaisir d'entendre l'entreprise s'engager pour dire qu'il va finir les travaux dans les délais, donc le 28 février 2023, parce que vraiment, c'est les périodes difficiles. Donc, c'est déjà la saison sèche, et si on peut vraiment lancer ces ouvrages en février, on soulagera beaucoup de nos compatriotes qui n'attendent que ça. Donc, nous allons poursuivre les efforts pour vraiment soulager nos populations. Comme je disais tantôt, l'eau est vitale et vraiment c'est une préoccupation du chef de l'État lui-même et qui d'ailleurs suit les projets quotidiens, en fait hebdomadairement. Donc chaque semaine, on lui envoie les rapports d'état d'avancement des projets. Et tenez-vous bien, il les lit. Monsieur le ministre, dans d'autres quartiers, il y a bien des châteaux d'eau. À Goué, Philippe, par exemple, Dikame également, qui n'est pas loin. Mais le souci demeure, le grand château ne serait pas connecté au petit. C'est ce qu'on entend, ce qui limite visiblement l'approvisionnement en eau. Qu'est-ce qui peut être fait sur le terrain? Une intervention des équipes techniques, par exemple? C'est un problème que nous sommes bien informés de la situation et pour résoudre le problème, nous avons, comme je disais tantôt, mis ça dans le projet d'amélioration de la sécurité hydrique des villes du Togo. Donc c'est un projet que nous préparons ensemble avec la Banque mondiale. On va trouver une solution à ce château. Comme je disais tantôt, c'est le déficit de production. On va faire un forage localement, donc traiter l'eau et envoyer dans le château. Donc, en attendant que nous résolvons de façon durable le problème de production. Donc nous sommes conscients de ce problème et nous allons le résoudre. Ça va être à peu près la stratégie partout où il y a des problèmes de ce genre-là, comme dans la ville de Tchévi par exemple? Oui, la ville de Tchévi est en chantier. Donc malheureusement, l'entreprise a été défaillante. On a été obligé de résilier le contrat il y a de cela
3 mois pour le réattribuer. Sinon, on en aurait fini avec Kévié depuis l'année passée. Nous était la défense de cette entreprise. Et donc, voilà, il y a aussi, c'est la même problématique, un nouveau château est en construction à Kévié, au niveau du marché, à côté là. Et puis aussi, on avait prévu 2 forages pour renforcer le système de production. Donc, ces 2 forages devaient envoyer l'eau dans l'unité de traitement, comme on a ici, et puis après refouler vers la ville. Donc, malheureusement, j'espère bien que comme on a dit, la pluie a suffisamment chargé les nappes à Kévié et que si les travaux ne sont pas finis en février, on n'aura pas de stress à courir par là. Vous savez que parfois on est obligé d'envoyer de l'eau d'ici dans les citernes à Kévié, vraiment en saison sèche. Et donc il y a la solution, j'espère que ça va avancer plus vite. Donc, il y a un autre quartier où, disons, le château est là, l'eau coule, bien sûr, des robinets, mais l'eau qui sort est rouge, notamment à Lankouvy. À Lankouvy, qu'est-ce qu'il faut faire de là? Quelle solution il faut trouver? Est-ce que ce n'est pas là un déficit dans le traitement de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, monsieur le ministre? Déficit dans le traitement, est-ce que ce n'est pas prématuré de le dire? Parce que l'eau quand même que la T2 envoie dans les robinets sont de l'eau potable, qui respecte les normes de l'OMS. En termes de turbidité, il y a aussi des... C'est pas un souci. Elle est rouge, mais elle est potable. Parce que, vous voyez, on vient de montrer un laboratoire flambant neuf en construction. Il y en a déjà un laboratoire. Donc, tout ce qui va dans les maisons sont analysés. Et s'il y a des métaux, en fait, il y a des taux admissibles. Si le taux d'une composante est plus élevée que la norme, on ferme le forage, on ne l'utilise pas. Donc la T2 est rigoureuse en termes de qualité de l'eau qu'on envoie dans la maison. Donc les eaux sont analysées et il y a des contrôles périodiques. Bon, maintenant la turbidité, ça peut provenir de deux choses. La première, c'est que, vous savez, quand l'eau coule, même dans le tuyau, il y a quand même des dépôts. Et quand il y a des périodes d'entretien, donc après les entretiens, on peut remarquer que l'eau est trouble. Mais après ça se stabilise. Il y a aussi le fait que c'est, comme je dis, on a des forages au pied des châteaux. Et si la nappe a suffisamment baissé, l'eau qui remonte du forage aussi peut être un peu de couleur rougeâtre, turbide, comme on dit dans le langage technique. Et donc, rassurez-vous, si cette turbidité va au-delà de la norme, on ne doit pas l'envoyer dans les robinets. Ne faut-il pas sensibiliser les populations par rapport à ça? Parce que pour les populations, quand on voit l'eau rouge carrément, c'est parce que ce n'est pas de l'eau de mauvaise qualité. Normalement, la T2 devait faire des communiqués quand il y a des cas comme ça, pour dire dans telle zone on a constaté ceci, bon, attention, n'ayez pas peur, l'eau quand même nous avons contrôlé, c'est bon. Donc il faut que, c'est bien de le rappeler, on va accélérer ça. Il faut toujours rassurer le consommateur. Si jamais, il ne faut pas l'eau, comme je dis, c'est pour sauver les vies, ce n'est pas pour donner. Monsieur le ministre, nous savons quand même que l'eau n'a pas de couleur, hein, ce qu'on nous a appris à l'école. Et quand vous voyez l'eau qui prend une autre couleur, vous demandez aux populations quand même de boire cette eau-là ou de faire un peu attention quand même? Moi-même, hein, chez moi, il arrive que j'ouvre le robinet, l'eau est turbide. Un peu, la couleur a changé. Bon, les enfants disent, papa, dit bon, ok, bon, c'est pas grave, quand même, il n'y a pas de maladie dedans. Mais la réaction humaine, c'est que, bon, on hésite quand même à la boire, ça c'est réel, c'est une réaction humaine, bon, voilà. Sinon, comme je le dis, moi-même, je le vis de temps en temps. Mais si à Lankouvy, c'est permanent, là, il y a problème. Voilà. Mais si c'est par période, en fait, si ça vient périodiquement, c'est pas aussi grave que ça. C'est peut-être le moment de vérifier, peut-être avec vos équipes techniques, pour justement... nous allons mettre une surveillance sur ce point-là. On va mettre une surveillance pendant peut-être 3-4 mois et voir ce que ça va donner. Et bien sûr, la T2 dans ce sens-là. Monsieur le ministre, dans certaines localités, il y a des bonnes fontaines, des forages qui alimentent les ménages. Mais la gestion de ces ouvrages est souvent privatisée. Est-ce qu'il y a un contrôle qui s'exerce? Est-ce que vos services travaillent avec les CVD
pour l'entretien des ouvrages, et puisque ces ouvrages, c'est des biens publics en réalité? Oui, vous savez, le ministère a la chance d'avoir des antennes dans chaque région, donc il y a des directions régionales. Et les directions régionales ont pour mission, entre autres, de contrôler l'exploitation de ces ouvrages-là. Alors, on a deux types de gestion. Pour les forages dans le milieu rural, les pompes à motricité humaine, comme on le sait. Donc, normalement, ces points-là sont gérés par ce que nous appelons des comités eau. Donc, le village s'organise, met en place un comité qui gère le point d'eau. Donc, le comité a pour mission de collecter les contributions des usagers et de financer les réparations en cas de besoin. Et dans les agglomérations plus grandes, comme en milieu semi-urbain, c'est une autre organisation. Donc on crée une association des usagers d'eau potable et de l'assainissement à qui on confie l'ouvrage. Donc cette association devrait maintenant recruter un gestionnaire qui va vendre l'eau, donc on les appelle des fontainiers, qui va vendre l'eau, récupérer les ressources pour financer, comme je dis, l'extension et aussi les maintenances. Mais force est de constater que ça ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité. Je dirais même qu'il faut appeler un chat un chat. Je dirais que c'est plutôt mauvais que bon. Donc nous sommes en train de réfléchir sur l'instruction du chef de l'État, quelle formule trouver pour que ça marche. Parce que, comme je disais tantôt au début, c'est des infrastructures qui coûtent cher. On installe dans des localités, d'autres en ont besoin, en attendent qu'on vienne chez eux. Mais si l'État va investir, exploiter, maintenir, vous voyez, on ne peut pas avancer. Donc on ne peut pas avancer. Pour la petite histoire, en 2019, l'État a débloqué plus de 2 milliards pour réparer les forages. Au même moment, comme je dis, il y avait plus de 2000, voire 3000 localités qui n'avaient rien. Donc les 2 milliards auraient pu servir à étendre plutôt qu'encore de revenir réparer. On ne peut pas être investisseur et maintenancier, ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Et justement dans ces zones, quand vous y allez, qu'est-ce que vous dites aux populations, à ces consommateurs qui se chargent eux-mêmes de la gestion? Alors, le conseil là que ça vous avez des séances avec eux? Si, il y a même, bon, comme je dis, c'est mitigé. Hein, c'est mitigé, on a des séances, certains, on a eu même des cas où il y a eu des cas de mauvaise gestion, c'est plein. L'argent entre-temps disparaît. Donc c'est pour ça que l'on s'est dit vraiment qu'il faut trouver une autre formule. Et d'où la délégation de services publics. Nous pensons aujourd'hui qu'il vaut mieux confier la gestion de ces ouvrages-là au privé. Et comme on est en décentralisation, et donc les maires sont plus proches de leur population que la direction régionale qui s'occupe d'une région. Et donc on va impliquer fortement les communes, et ça le code de l'eau le permet. Et donc voilà, donc c'est vers là que nous allons aujourd'hui, impliquer plus les communes, confier au secteur privé la gestion et bon voilà. En période Covid, il y avait eu donc la tranche sociale sur l'eau, l'électricité. Il y a eu donc cette mesure de bouclier tarifaire avec des branchements à moitié prix, 50%. Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent nous avons souscrit à ce branchement, mais nous n'avons pas eu encore de l'eau qui vienne chez nous. Alors, est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Quelle est la solution? Oui, mais qu'ils prennent patience, ils seront servis. Dans tous les cas, s'ils se sont inscrits à 25 000, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas servis. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que, avant cette subvention-là, le rythme de branchement de la TDE était autour de 4 000, maximum 5 000 par an. Du coup, elle s'est retrouvée à plus de 30 000. Branchement sous la main. Donc c'était difficile à exploser. Voilà. Donc, mais elle a fait de son mieux jusqu'à la fin de choses. En fin 2020, elle avait fait plus de 20 000 branchements. Donc il y avait un stock de 10 000 en souffrance qu'elle traîne jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a d'abord cette explosion
de la demande où elle n'était pas préparée. Et comme vous le savez aussi, la commande du matériel a été compliquée par Covid. Les prix du fret, par exemple, est passé du simple au double, voire le triple. Donc, et même les confinements par ici, par là, donc ont ralenti, sinon rendu difficile la commande du matériel. Ce qui fait aussi que certains n'ont pas pu être branchés dans les délais. Mais elle appuie les stocks au fur et à mesure et je pense qu'elle ne doit pas en avoir beaucoup aujourd'hui. Dans une de vos interviews, vous parliez de subventionnement privé. Voudriez-vous bien nous expliquer ce que c'est? L'intérêt, surtout le rapport pour les populations. Alors, je ne sais pas dans quel contexte je l'aurais dit, mais ce que nous voulons dire, c'est que... C'était un rapport par rapport au projet lancé dans AV2, et Ziode, dont nous allons parler également. Ok. Alors, le projet AV2, Ziode, comme je disais, ça rentre dans... C'est un projet pilote de délégation de services publics, comme je le disais, avec l'implication des maires. Donc, nous allons transférer une partie de nos prérogatives aux collectivités territoriales, aux maires, et garder l'aspect contrôle, comme on venait de le dire. Donc les ouvrages seront transférés aux mairies, qui, eux, vont lancer un appel d'offres pour recruter un gestionnaire. Donc on le fera ensemble, bien sûr. Même le processus est déjà assez avancé. Donc ce gestionnaire aura en charge d'abord de réhabiliter le réseau existant, de l'étendre et de vendre de l'eau aux usagers. Bon, maintenant, ce que nous disons subvention privée, c'est que s'il advenait, par exemple, que lui dit « Ok, moi, j'ai fait tous mes calculs savants, économiques, et je pense que pour que je m'en sorte, il faut que je vende l'eau à 500 francs. » Donc l'État peut dire non, moi l'eau c'est un truc social, je ne vais pas dépasser un certain montant. Donc il faut que quelqu'un paye le gap. Donc c'est ce qu'on a dit, il faut subventionner par le privé pour que ça c'est une décision régalienne de l'État. En milieu rural, il y a encore des populations qui parcourent des kilomètres pour chercher de l'eau. Alors est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport donc au projet d'amélioration de gestion de l'eau potable, de l'assainissement dans les petits centres de la région maritime, par exemple? Alors, comme on vient de le donner, il y a un exemple, c'est les deux communes qui sont en phase pilote. Bien sûr, avec des où nous sommes très avancés. Okay. Comme je dis, on est en phase de recrutement de délégataires. Donc, ils m'ont envoyé l'appel d'offres la dernière fois qu'ils ont lancé. Donc, normalement, si tout avance bien, on peut boucler la sélection du délégataire d'ici la fin de l'année. Et on a aussi le financement. Donc, on est soutenu par Experts Solidaires France. Donc, à hauteur de, je crois, 400 000 €, comme ça, je crois. Et donc, ça, c'est un truc réglé. Et comme je dis, ça va servir de pilote. Mais l'accès à l'eau potable en milieu rural de façon globale, comme je disais tantôt, nous sommes en train de renforcer nos capacités techniques de foration avec 5 nouveaux forages qui ont une capacité de 300 jusqu'à 800 mètres de profondeur. Et donc, nous allons mettre l'accent sur la région maritime. Déjà, au niveau des savanes, le problème est réglé, savane Cara. Donc, il nous reste central plateau maritime. Donc nous allons mettre l'accent sur ces régions-là, de telle sorte qu'on améliore de façon substantielle l'accès à l'eau potable dans ces régions. Et donc, soyez rassurés, leur corvée ne va pas durer longtemps. Et dans notre stratégie, nous avons respecté les critères de l'ODD 6, qui dit que normalement, nous sommes au niveau du service 2, dans le milieu rural. On ne doit pas faire plus de 500 mètres pour aller chercher l'eau, ou bien 30 minutes aller-retour. Nous allons respecter ces critères de l'ODD 6. On peut vous entendre que dans les savanes, ça va, parce que vous avez lancé également des projets dans la région savane. Où en sommes-nous
avec ces projets lancés justement dans la région des Savanes? La région des Savanes, comme nous le savons tous, fait l'objet d'un traitement particulier à cause de la pression sécuritaire. Et donc si dans la feuille de route, il nous est dit d'atteindre 95% d'ici 2025 en milieu rural, par contre dans les savanes, on a reçu l'instruction d'atteindre 100% d'ici 2023. Donc voilà, donc ce qui fait que on est vraiment très, comment dirais-je, on est très actif dans cette région-là. Et comme je l'annonçais tantôt, nous avons déjà 200 forages qui sont en cours avec le PASCO 2. Et puis nous avons enclenché le PASCO 3 avec le financement de l'AFD pour en faire 500 forages. Donc les appels d'offres aussi sont lancés en cours d'évaluation. Mais aussi nous, avec notre propre foreuse, nous avons pu faire plus d'une centaine de forages, très exactement 126 forages depuis le lancement du programme d'urgence. Et donc je dirais que la progression est très bonne et que nous serons, en 2023, nous aurons les 100%. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Le PASCO 3, ça fait quoi? Le PASCO 3 fait 950 forages, dont 500 dans les savanes et 450 dans la Kara. Donc nous sommes certains aussi d'atteindre 100% dans la Kara en milieu rural. En tout cas, de façon globale, en milieu rural, de la parole aux actes, nous sommes allés regarder ce que vous êtes en train de faire sur le terrain. C'est un reportage préparé par Pierre Sousoukmo et présenté par Dodo Aré. Une prière pour que l'eau jaillisse des entrailles de la terre. Jeunes et adultes, chacun implore les mannes des ancêtres. Cette énième tentative ne doit pas être encore vaine. L'accès à l'eau potable dans cette partie des plateaux, un parcours de combattants. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les habitants de Bourret. L'annonce de l'arrivée des foreurs sonne tel un espoir. Le site du forage est apprêté. La première tentative commence. Des dizaines de mètres de profondeur déjà creusés, mais l'essai n'est pas concluant. Le problème est récurrent dans la région. Bourret, où nous sommes aujourd'hui, fait partie du projet pilote sur lequel nous avons utilisé un forage de moins d'1 mètre cube pour alimenter en eau potable la population. Alimenter en eau potable l'ensemble du territoire, tout le défi est là. Le gouvernement table sur la couverture universelle à l'horizon 2030. Des chantiers vont être lancés dans ce sens. À 30 km un peu plus à l'ouest des plateaux, Sodo. Bien que le canton dispose d'eau, trouver de l'eau potable reste un luxe dans certaines parties de la localité. L'eau que nous prenons actuellement et dans le village vient de la rivière Oufon. L'eau va arriver de cette rivière. Il y a un captage là-bas. L'eau arrive et elle sera stockée dans le dispositif qu'on est en train de construire. Et ensuite, à partir de là, l'eau va être distribuée dans les ménages. De l'eau potable dans les ménages, avec un débit beaucoup plus amélioré, les populations dans les savanes en disposent de plus en plus. Les projets d'urgence lancés dans la région est un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Nous sommes fiers de l'arrivée de l'eau potable dans notre communauté. Avant, on allait au loin pour chercher l'eau, souvent dans les puits, souvent des recueils d'eau. Mais actuellement, nous n'avons plus cette souffrance comme avant. Et nous sommes épargnés de beaucoup de maladies. On ne va plus tellement à l'hôpital comme il le faut avant. Tout cela pour limiter le stress hydrique et pour que chaque Togolais, où qu'il vit, puisse se désaltérer sainement. Alors, Monsieur le ministre, on vient de voir le reportage, une réaction par rapport aux images que vous avez vues? Oui, ça nous fait
dire qu'il faut qu'on appuie encore sur l'accélérateur. Effectivement, on a quelques difficultés dans certaines zones pour trouver de l'eau sous terre. Il y a des zones difficiles, comme on vient de parler de seaux d'eau, je crois, où ils sont obligés d'aller prendre capter une eau de surface. Et ça aussi, ça fait partie d'ailleurs des objectifs de la feuille de route, surtout pour le Grand Lomé, où on privilégie plutôt l'eau de surface que la nappe souterraine. Et donc, il y a aussi un cas comme ça, un peu après Blita, où on a fait jusqu'à 7 tentatives, on n'a rien trouvé. Donc, on était obligé de se rabattre sur le mono, pour aller prendre l'eau du mono. Et donc, c'est des situations qu'on rencontre sur le terrain. Mais de façon globale, ce que je note ici, c'est que le besoin est de plus en plus pressant dans certaines zones et qu'il faut trouver des solutions idoines et vite. Et les forages, c'est partout, que ce soit en ville ou au village, avec de l'eau pas toujours très saine. Est-ce qu'un contrôle qualité est proposé aux particuliers qui ont les moyens et qui font la demande? Normalement, d'ailleurs, pour faire un forage, que ce soit pour soi-même ou encore moins pour vendre de l'eau, il faut demander une autorisation, selon le code de l'eau. Force est de constater que les gens ne respectent pas cette disposition du code et ce qui nous crée des difficultés. Parce que celui qui fait un forage chez lui, selon le code, il doit faire des analyses de l'eau et pour qu'on certifie que l'eau est consommable. Parce que ce n'est pas toute eau, même si on va la prendre à 150 à 300 mètres, ce n'est pas toute eau qui forcément est consommable. J'en avais pour preuve dans les plateaux qu'on vient de citer, on a des forages qu'on a dû fermer parce qu'il y a trop de nitrates dus aux engrais qu'on utilise. Donc, qui dit nitrate dit après des complications de cancer et consorts. Donc, bon, voilà, quand on fait un forage comme ça pour soi et qu'on ne respecte pas les normes, on ne fait pas analyser l'eau, on peut boire de l'eau contaminée, souillée, de façon innocente. Donc, nous leur demandons de faire des analyses. Il y a le laboratoire qui est là de la TDE qui peut le faire, il y a l'INH qui peut le faire, il y a l'université qui en fait aussi. Donc, ce n'est pas les labos qui manquent. Donc, il faut le faire et venir. Nous avons les normes de l'OMS, on les superpose, on dit, bon, ok, ce paramètre-là n'est pas bon, il faut faire ceci pour l'améliorer. Il faut faire ceci pour l'améliorer. Voilà. Donc, mais on a... Est-ce que quelque part, c'est une question de coût? Ce n'est pas des analyses assez onéreuses. Donc, il vaut mieux dépenser un tout petit peu pour être sûr qu'on consomme quelque chose de bon et on préserve sa santé plutôt que de faire des économies minimes et payer cher après. Donc, voilà. Donc, il faut que... Je profite pour lancer un appel à tous ceux qui font des forages, que c'est pas... c'est pas le gendarme qu'on fait, mais c'est pour leur propre bien d'abord, de savoir que l'eau qu'on a creusée, enfin le puits qu'on a creusé donne de l'eau potable. Il y a la pollution, même aujourd'hui, on a fait un contrôle, heureusement que nous on traite la TDE traite ces eaux. On a fait un contrôle, beaucoup de forages de la TDE sont contaminés à l'Escherichia coli. Donc si on ne les traitait pas, on va envoyer des parasites dans les maisons. Donc c'est important de faire ces analyses-là. Deuxièmement, pour aussi bien cadrer le contrôle, nous avons pris un arrêté l'année passée qui dit que toute entreprise qui veut faire des forages doit obtenir une licence. Et donc cette licence l'oblige à nous rendre compte de ce qu'il a fait comme forage et de la qualité de l'eau qui en sort. Donc on avait donné 1 an aux entreprises de se conformer. Je pense qu'on va aussi commencer par faire la police. Donc toute entreprise qui va forer sans licence, on sera obligé de le faire arrêter. Monsieur, tout à l'heure on parlait de forage. Ce que moi j'ai envie de savoir, pour ceux qui font ces entreprises à but lucratif, c'est-à-dire ceux qui produisent des pure water pour la vente, à ceux-là, quel appel on peut leur lancer aujourd'hui? Alors, nous disons qu'il faut toujours encore une fois qu'ils se conforment à la réglementation en vigueur.
Et nous avions un comité interministériel de contrôle qui, entre-temps, ne fonctionnait pas bien. Nous l'avons relancé, redynamisé. Et elle fait déjà des sorties. Ce n'est pas facile, mais nous allons faire tout pour y arriver. Et il faut que celui qui veut produire de l'eau pour vendre, c'est bien, c'est du business. D'ailleurs, c'est tout ce que le gouvernement recommande. Il faut qu'on puisse multiplier les entreprises privées pour résorber un tant soit peu le chômage. Le gouvernement l'appelle de tous ses voeux. C'est pas, c'est pas au ministère d'aller fermer, d'aller mettre la clé sur les pailles. Tout ce que nous voulons, c'est que ce soit réglementé, contrôlé et que l'eau mise sur le marché soit de bonne qualité. Et ça, on ne peut pas baisser la garde parce que, comme je dis, l'eau qui va sur le marché, c'est des centaines de gens qui boivent. C'est une question de santé publique. Et donc, il y a la réglementation, il faut que les gens les respectent. Nous avons redynamisé le comité. Elle travaille. Pour le moment, nous sommes à la phase pédagogique. On dit attention, il faut respecter ci, respecter ça. Voilà. Mais après, la pédagogie aura une limite. On va passer à l'action. On va passer à la sanction. Parce qu'il y a trop de désordre. Même les lieux, moi, je reçois les rapports du comité. Parfois, ils vont, voilà, le gars est dedans, il ferme la porte, il tape, jusqu'à ce qu'ils repartent. Parce que c'est vraiment, c'est pas du tout ça. Parlons justement d'origine, monsieur le ministre. Nous allons aborder un tant soit peu le volet assainissement, surtout en milieu rural où parfois certaines localités manquent de latrines publiques. Alors, comment est-ce que, lors de vos sorties, vous abordez ces questions-là avec les populations? Qu'est-ce qui est fait pour ne pas exposer justement ces populations-là à des maladies, notamment des maladies diarrhéiques? Alors, merci, c'est une très bonne question. On vient de des Piowata où le produit est fabriqué dans un environnement pas trop sain. Donc il en est de même pour nos forages. Donc il faut que si on met un forage à côté, c'est le lieu où les hommes défèquent. Et forcément, avec l'infiltration, on finit par contaminer aussi la nappe. Et donc cette question est un peu transversale. On travaille avec le ministère de la Santé. Mais ce que nous faisons systématiquement dans les projets d'adduction d'eau potable, nous y associons les latrines, systématiquement. Communautaires, individuels, scolaires, donc on associe des latrines. Bon, maintenant, ce que moi personnellement j'ai constaté sur le terrain, c'est la capacité de nos parents à supporter leur contrepartie. Parce que généralement, le tout gratuit, c'est bien, mais on ne peut pas continuer. Donc on leur dit de contribuer en construisant le KGB, par exemple. Donc nous, on vient faire la fosse, à dalle, tout ça. Et lui, il construit son KGB. Et là, son WC. Malheureusement, il y a des gens des ménages qui n'y arrivent pas. Bon, je ne sais pas si c'est par mauvaise volonté ou par vraiment manque de choses, mais je crois qu'il y a de la sensibilisation à faire. Parce qu'on ne leur impose pas. On leur impose pas. Tu peux faire ton banco, tu peux faire ton pacha. L'essentiel est que, quand tu rentres pour faire c'est toi protéger, personne ne te voit. C'est tout. Donc il y a cette sensibilisation-là qu'il faut continuer par faire. Mais systématiquement, nous prenons le volet assainissement dans nos projets d'adduction d'eau potable. Monsieur le ministre, si vous aviez un message pour ces populations en zone rurale ou en zone urbaine pour protéger nos réserves d'eau, que leur direz-vous? Il faut que nous sachions tous que l'eau est un bien public. C'est pour nous tous. C'est d'ailleurs considéré comme une mine. C'est comme de l'or, c'est comme le diamant, donc ça appartient à l'État. Et il faut la préserver. Il faut la préserver en faisant quoi? En évitant de la polluer. Comme on vient de le dire, polluer, on peut polluer de plusieurs manières. On peut polluer par les pesticides qu'on utilise
dans nos champs. On peut polluer par les déchets ménagers que nous jetons n'importe où. On peut polluer par les matières fécales. Donc il faut vraiment que tout le monde soit conscient que c'est un bien vital et qu'il faut qu'on la préserve. La deuxième chose, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'eau, malheureusement, surtout l'eau souterraine, n'est pas inépuisable. Donc il faut aussi l'utiliser à bon escient. Et même l'eau de surface, nous savons qu'aujourd'hui nous sommes sujets à des changements climatiques. C'est vrai, cette année, on peut pousser nous parce qu'il a bien plu, nos barrages sont pleins, mais on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. On peut avoir l'effet inverse, où la saison sèche, qu'est-ce qu'elle nous réserve? S'il fait trop chaud, l'évaporation. Donc on va perdre ce qu'on a pu stocker. Donc il faut économiser l'eau, il faut l'utiliser à bon escient, et ça c'est très important, parce que ça peut être aussi source de conflit. Bien, merci Monsieur le Ministre d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à Eric Gato, Taxi FM, à Mélissa Bataba, Togo Presse. Merci à Pierre Soussoupo, Antoinette Aumont-Vovor, Dodo Arret et leurs équipes pour les reportages que nous avons regardés au cours de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisation. Et merci bien sûr à vous qui nous regardez à la maison pour ce rendez-vous sur la télévision togolaise qui sera donc rediffusé mardi prochain à partir de 14h10. Une émission que vous pourrez également suivre sur YouTube. Merci à tous et à chacun. À très très bientôt sur la télévision togolaise.